Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre émission d'actualité spatiale sur les ondes de Radio GMT. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 déjà de notre saison 3 et je vous présente l'équipe juste après ce générique. À tout de suite. On se retrouve donc pour ce nouvel épisode de Odyssée. Avec moi une très belle équipe. Je commence par mon cher Thomas. Comment vas-tu Thomas? Eh bien, ça va bien, très bien. Très content de t'avoir avec nous ce Eh soir bien, pour très une content nouvelle d'être fois. de retour. Nous avons également mon cher Tom qui s'appelle également Thomas, mais vous le connaissez dans cette situation, on va l'appeler Tom. Bonsoir Tom. Bonsoir à tous, bonsoir à toute notre équipe de ce soir, un grand plaisir, mais je te laisse présenter notre invité spécial. Effectivement, nous avons la chance, que dis-je, l'honneur de recevoir Olivier Bernet, directeur de recherche CNRS et astrophysicien à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, qu'on appelle plus communément l'IRAP. Bonsoir Olivier, Bonsoir. est-ce que tu vas bien? Très bien, merci. Merci beaucoup de participer à cette émission. Personnellement, j'aurais jamais pensé te recevoir ou recevoir un astrophysicien de ton calibre, si on peut le dire, mais on évoquera pourquoi on dit ça comme ça dans cette émission. C'est vraiment un plaisir et ça s'annonce passionnant. On va commencer comme d'habitude par une petite partie actualité à laquelle tu es bien sûr invité à participer si tu le souhaites, pour parler un petit peu du spatial à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe d'intéressant selon nous. Donc comme d'habitude, on a mis de côté quelques sujets. Je vais être absolument pas poli, mais je vais prendre la priorité pour vous parler de quelque chose qui est très récent pour nous à l'heure actuelle. C'est la sélection du deuxième lauréat pour le programme HLS de la NASA, donc le programme qui amènera des astronautes sur le sol lunaire pour un retour. Et donc le deuxième sélectionné de la NASA, c'est au final Blue Moon, le projet Blue Moon de Blue Origin et la National Team, donc avec plusieurs autres acteurs du spatial et des industriels du spatial américain. Et donc le projet a été financé par la NASA à hauteur de 3,5 milliards de dollars. Mais il faut quand même prendre en compte que Blue Origin contribue à la moitié en y ajoutant au final la même somme, donc 3,5, ce qui fait 7 milliards de dollars. Blue Moon, c'est 30 tonnes en mode cargo et aussi donc 20 tonnes en mode habité, ce qui est quand même la mission principale cet atterrisseur lunaire. Mais bon, quand même. Et ce sera lancé par une fusée New Glenn, qui est un point justement, on y reviendra, hein, mais un point qu'on peut questionner, parce que la fusée New Glenn, pour l'instant, au final, on n'en a pas vu grand-chose, à part son moteur BE4. Et point important aussi, parce que on l'a dit, Blue Origin s'est moqué de SpaceX, de son premier projet donc financé par la NASA, en disant il y aura besoin d'être ravitaillé 10 fois en orbite pour aller s'insérer sur l'orbite lunaire. Mais au final, ils vont aussi, eux, avec le projet Blue Moon, avoir recours à un ravitailleur en orbite. Pour l'instant, pensé comme unique, mais on verra bien là-dessus. C'est prévu pour être opérationnel en 2029, donc ça fait encore pas mal de temps. Et il faut savoir que le vol de Artemis 5 lui est réservé. Il n'y aura pas de concurrence, ce ne sera pas soit SpaceX, soit Blue Origin, ce sera obligatoirement le projet Blue Moon. Donc ils ont intérêt à être prêts pour 2029, mais c'est un point important de dire que ils leur réservent ce vol pour après pouvoir comparer les résultats de chacun et chacune des entreprises. Problème à régler, ça commence par la fusée New Glenn quand même, il faudrait qu'elle décolle bien si possible, parce qu'on va potentiellement y mettre des humains. Le ravitailleur aussi, qui est pour l'instant un grand point d'interrogation, on ne sait pas du tout comment il sera développé et sur quelle base ils vont partir pour que ça soit efficace. Avec ce ravitailleur, il y a aussi la question du stockage en orbite d'ergols cryogéniques, parce que maintenir du carburant à moins 150, moins 70, moins 180 degrés, c'est pas si facile que ça. Et il faut aussi le transférer du ravitailleur au vaisseau. Et ça, pour l'instant, c'est des technologies qui sont très très expérimentales. Donc c'est intéressant, mais avec quand même pas mal de zones d'ombre. Est-ce que vous en aviez entendu parler? Est-ce que vous avez suivi un peu ce projet de financement? Alors moi j'avais vu je vais pas dire la polémique, mais le fameux financement moite-moite si on peut dire, mais finalement comme on a eu l'occasion déjà d'en parler, est-ce que c'est choquant? Non, parce que aujourd'hui plus on peut mettre dans la balance finalement, plus on en reçoit quand on est dans le spatial, en tout cas pour certains grands projets c'est un peu le sentiment qui prédomine, c'est que les grands sont loin devant. Mais après c'est vrai que ouais, New Glenn c'est un petit peu un constat aussi qui revient,
C'est que beaucoup d'espoir sur des lanceurs, sur des projets. Et pour l'instant, on n'a pas beaucoup de choses qui sont réellement abouties. Je pense au Starship, je pense à ça, tout cela. On attend. Ouais, il y a des choses qui avancent, qui explosent aussi pour l'instant, mais il y a des choses qui avancent. Mais New Glenn, c'est vrai que pour l'instant, on n'en a rien vu, à part le moteur BE4 qui va être utilisé sur une autre fusée d'une autre entreprise dans un premier temps et qui a l'air de bien performer et bien avancer. La fusée en elle-même, par contre, c'est pour l'instant que des maquettes. Donc 2029, c'est loin, mais dans le spatial, c'est très très proche. Justement, j'allais revenir sur cette question de timeline, parce qu'en fait, finalement, 2029, comme tu dis, c'est très proche. Mais 2023-2029, le temps que ça soit sorti, le temps que les prototypes soient bons, le temps que le premier vol certifié soit bon, et tout ce qui va suivre ensuite après, 2029, ça paraît beaucoup trop proche en fait finalement. Artemis 5 en 2029, personnellement de toute façon je n'y crois pas. Déjà Artemis 3 avant 2028, je n'y crois absolument pas. Donc Artemis 5 dans les années 2030, pourquoi pas. 2029, je n'y crois absolument pas. On est censé avoir Artemis 3 donc habité en 2025, ce qui est déjà voilà, il y a des glissements qui sont déjà dans les bruits de couloir avérés, mais on attend de voir parce qu'en plus après il y a quand même la Chine qui est derrière et qui pousse pour être les premiers à retourner sur la Lune et c'est pas improbable que ça soit le cas. Donc les Américains mettent quand même le paquet, mais c'est vrai, tu le disais Thomas, aujourd'hui ça a aussi été le cas par le passé, que des financeurs privés mettent de l'argent en grande quantité dans le spatial, mais là on voit que c'est à celui qui a le plus gros portefeuille et on savait très bien qu'entre SpaceX et Blue Origin, on avait deux mastodontes d'un point de vue financier et donc il y avait de fortes chances que Blue Origin rafle la mise et ça a été le cas. Donc voilà, je voulais vous parler un peu de ça parce que mine de rien, ça va quand même avoir des impacts forts sur les programmes habités lunaires dans les années à venir et on pourra suivre ça avec un grand intérêt. Et je passe donc la main à mon cher Thomas qui voulait nous parler, je crois, plutôt de planètes plus lointaines. Ouais, un peu plus lointaine, ouais, en effet. Le 14 avril dernier, 2023, l'Agence spatiale européenne a lancé le satellite JUICE qui va être envoyé autour de Jupiter, du coup, donc à plus de 600 millions de kilomètres. Donc là, en effet, on est un peu plus loin que la Lune, un peu. L'objectif de cette mission, c'est surtout l'étude de 3 des lunes glacées de Jupiter, Europe, Ganymède et Callisto, avec un gros focus sur la deuxième, Ganymède, puisque c'est le plus gros corps satellitaire du système solaire, qui est même plus grand que Mercure, qui est une planète. Et également, on est sûr qu'il y a de l'eau là-bas, sous forme solide, on en est sûr. De l'eau liquide, c'est ce qu'on veut étudier. Et surtout, Ganymède a un champ magnétique. C'est la seule lune qui possède un champ magnétique dans le système solaire, donc ce qui la rend d'autant plus intéressante, surtout dans le champ magnétique de Jupiter qui est immense. Donc ça a plein de questions qui sont posées là-dessus. Et l'étude de cette eau liquide, JUICE n'a pas été envoyé pour chercher de la vie, mais pour étudier l'habitabilité justement de ces lunes-là, puisque si on a de l'eau liquide, parce qu'on en est quasiment sûr, mais on continue d'étudier, pourquoi pas de la vie qui puisse exister là-bas. Ça ne sera pas sa mission de chercher la vie, mais par contre d'étudier si c'est habitable, ça c'est la grande mission de JUICE. Elle a été envoyée là le 14 avril 2023, elle arrivera autour de Jupiter en 2031, et ensuite en 2034, quand elle aura fini la première partie de sa mission principale, elle se mettra ensuite en orbite autour de Ganymède, et à la fin de sa mission, elle se crachera sur Ganymède, ce qui a d'abord posé des questions sur la pollution justement de Ganymède, mais il a été vu justement avec l'ESA que cette pollution planétaire n'aura pas vraiment d'impact, contrairement justement à s'ils avaient fait un crash sur Europe, où là, Europe est beaucoup plus protégée que Ganymède sur cette question de protection planétaire. Et donc, du coup, ils ont vu Ganymède, ça passe. Surtout d'autant plus qu'à côté de ça, la NASA va envoyer l'année prochaine Europa Clipper, qui, elle, va étudier Europe. Alors, elle va pas se mettre en orbite autour d'Europe, elle va rester en orbite autour de Jupiter, mais elle fera plein de passages par l'Europe pour l'étudier. Et les Chinois ont présenté récemment, le 24 avril, on en avait entendu parler avant, là ils l'ont reprécisé, ils vont envoyer une mission dans les années 2030, Tianwen 4, qui aura deux objectifs. En fait, ce sera deux missions en un lancement. Une première mission qui va étudier Jupiter et qui va ensuite se mettre en orbite autour de Callisto. Et une deuxième mission qui partira pour l'étudier Uranus, beaucoup plus loin. Mais donc, du coup, on aura, dans les années 2040, en fait, énormément d'informations sur les 3 lunes principales de Jupiter et toutes les informations dont on aurait besoin pour de futures missions là-bas. Donc au final, il va presque avoir des embouteillages autour de Jupiter, si on peut dire. Bien sûr, dans le domaine spatial, ça n'existe pas pour l'instant en tout cas, mais il y a du monde qui s'intéresse à cette planète et à son système sur les décennies à venir. Beaucoup de monde s'y intéresse et surtout en fait on avait déjà beaucoup d'intérêt avant. La NASA avait déjà envoyé Galileo autour de Jupiter dans les années 80-90. Il y a eu la mission Juno qui a été envoyée au début des années 2000 qui est arrivée en orbite en 2016 autour de Jupiter, qui continue de nous envoyer des informations. On a plein
plein d'informations à chaque fois sur Jupiter et sur ses lunes à chacun de ses passages. Et donc à terme, en effet, avec les 3 prochaines missions qui sont prévues, et potentiellement d'autres, on aura énormément d'informations sur le système jovien, puisque si on cherche de la vie dans le système solaire, c'est soit là, soit potentiellement Encelade autour de Saturne. Là aussi, il y avait la mission Cassini qui avait récupéré des informations. Mais pour l'instant, on n'a pas prévu de futures missions pour Saturne, mais ça peut arriver dans les décennies qui arrivent. Je complète juste pour des auditeurs où la question s'est déjà posée. Tu parlais très justement de polluer une autre planète. Pourquoi justement ce facteur est hyper important? C'est que sur des planètes, et notamment sur des planètes où on va chercher des traces éventuelles d'une vie, on part du principe qu'on ne va pas y balancer un gros engin de métal qu'on a nous-mêmes manipulé. Parce que si on ne veut pas avoir nos recherches biaisées par la suite, des résultats biaisés par la suite. C'est pour ça que tu as très bien fait d'insister dessus et que je le complétais brièvement dessus. Je rajoute une petite anecdote parce que nous, à l'IRAP, on est impliqués dans JUICE. On s'est fait une grosse... Enfin, moi, pas personnellement, mais des membres de l'IRAP. On s'est fait une grosse frayeur parce que une des antennes à bord du satellite devait se déployer et ils ont mis plusieurs jours à réussir à la déployer. Ils ont dû tourner le satellite pour l'orienter côté soleil, pour essayer de réchauffer l'engin pour que l'antenne se déploie. Et donc finalement, après plusieurs jours, ils ont réussi à la déployer, mais c'était vraiment une grosse frayeur là, pour les équipes qui étaient impliquées. Ouais, ils expliquaient qu'ils devaient secouer la sonde, enfin ils essayaient de secouer la sonde pour débloquer le mécanisme, ce qui a fini par arriver assez récemment d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Et ça a été quand même un soulagement, hein, parce que tout était très bien ficelé, comme pour le James Webb, mais on y reviendra. Mais mine de rien, c'était un point crucial de la phase de déploiement et de mise en service qui... tout s'est très bien passé jusqu'ici et il y a eu un petit moment de frayeur quand même. Mais bon, d'après ce que j'ai compris, on est revenu sur la suite logique des événements et tout maintenant semble ouvert. Oui, en effet, pour cet instrument-là, donc c'est l'instrument RIME, qui est un radar qui étudiera justement les sous-sols, parce que bon, c'est sous la glace en fait, mais c'est sous-sol quand même des lunes. Et là, au point où on en est aujourd'hui, en ce jour du mois de mai 2023, on a 2 instruments qui ont été déployés qui sont sûrs de fonctionner. On attend encore les 2 prochains. Mais donc pour l'instant, à part cette petite entaille, pour l'instant, JUICE, ça se passe très bien. Et ensuite, on est parti pour 8 ans de voyage, avec, j'ai oublié de le préciser quand même, un survol de Vénus, un survol du système Terre-Lune et un dernier survol de la Terre, 2029 il me semble, avant son voyage vers Jupiter, puisque le problème, c'est que Ariane 5 lance très bien les objets dans l'espace, mais n'est pas assez puissante pour envoyer directement vers Jupiter, parce que c'est très loin, Jupiter, quand même, il faut le rappeler. Et donc, du coup, on est obligé de s'assister gravitationnellement, et donc d'aller plus vite en survolant des corps massifs pour ensuite envoyer vers Jupiter. Et donc, c'est pour ça qu'un voyage de 8 ans est nécessaire. Ça nous laisse encore beaucoup de temps pour parler des évolutions de la mission et de ses objectifs. En effet. Mais en tout cas, merci beaucoup Thomas de nous avoir présenté ces actualités concernant JUICE. Et Tom, je crois que tu voulais nous parler toi d'un côté plus privé du spatial avec Vast Space, si je dis pas de bêtises. Exactement. Alors moi, vous le savez, j'ai toujours ce petit côté un peu... Moi, j'adore rêver quand je regarde les étoiles. J'adore les projets un peu fous et j'adore aussi parfois l'ironie qui peut s'en dégager, c'est fantastique. Et déjà une question à main levée, messieurs, autour de la table. Est-ce que vous connaissez le nom de Jeb McCaleb ? Est-ce que ça vous parle ? Eh bien, c'est un défilé de noms, chers auditeurs, autour de moi. Eh bien, Jeb McCaleb, quand on tape son nom sur Internet, il ressort le premier mot, je vous le donne en 1000, milliardaire. Un autre, encore un qui se lance vers l'espace. Jeb McCaleb, c'est un milliardaire qui est aussi tourné, il a 2 sociétés, je crois, dans l'aérospatial, dont Vast. Alors, Vast est une société qui s'est doucement rattachée à SpaceX et à un autre milliardaire que je ne citerai même pas, pour déployer une station spatiale en orbite autour de la Terre qui s'appellera Even, voire peut-être Even One, parce que le monsieur ne s'arrête pas là. C'est une station qui sera 400 km minimum en orbite autour de la Terre, ne dépassera pas les 2000 km. Et en fait, elle aura une vocation forcément un brin scientifique, mais capitaliste aussi, puisqu'elle devra être habitable, mais aussi visitable. Avec des visites qui pourront aller sur une autonomie de 30 jours par personne, ce qui n'est pas rien, un petit mois dans l'espace. Des modules seront rajoutés au fur et à mesure du temps et elles devraient mesurer 100 mètres de long à terme, ce qui n'est pas rien quand on sait ce qui se passe avec l'ISS et quand on suit nos derniers podcasts d'ailleurs. Premièrement, elle accueillera à terme au début 4 astronautes et ensuite, à partir de 2030, pourquoi pas 10, 20 ou 30 personnes, il en est dit quelques dizaines.
Le décollage se fera, je vous le donne en mille, je l'ai dit plus tôt, avec une Falcon 9. Et le reste de la station devrait arriver par Starship dès 2028. Et petit plus, toujours à main levée, est-ce qu'il y en a qui ont vu le film Seul sur Mars ? Autour de moi, là par contre j'ai une flopée d'avis positifs. Eh bien, comme dans beaucoup de films, on peut voir un petit peu cette application de la gravité qui est faite parce que la station tourne sur elle-même, dans Seul sur Mars, comme dans beaucoup d'autres films qu'on pourrait citer sans fin. Et c'est l'objectif de Jeb, c'est de produire une gravité artificielle par une rotation de la station sur elle-même, afin que ce soit plus facile pour les touristes, parce que si on fait ça, on n'a plus à les former, on n'a plus à les entraîner sur cette grosse partie de la gestion de notre corps dans l'espace et le vide intersidéral, si je puis dire ainsi. Et donc, tel est l'objectif à suivre d'ici 2030, parce que sachant que le premier lancement, il est quand même prévu pour 2025. Les ambitions du secteur privé. On sait très bien que le spatial, ça fonctionne à coups de milliards, mais pas uniquement. Il y a aussi des défis techniques, scientifiques et même environnementaux à prendre en compte. Enfin, plein de choses qui sont très importantes, d'autant plus à l'heure actuelle. Et là, c'est quand même... On parlait de caractère ambitieux tout à l'heure, mais là, 2030, avec une station qui finalement pourrait être comparable à l'ISS, personnellement, déjà, c'est pas une idée qui me plaît beaucoup. Mais ça, voilà, on en a déjà discuté dans le précédent podcast. Mais en plus de ça, c'est pas une idée dans laquelle je crois énormément dans sa faisabilité. Un module, je pense qu'ils le feront. Malheureusement, peut-être, en tout cas, ça on verra. Mais la suite annoncée, pour l'instant, j'ai pas grand espoir. Alors la suite, comme tu le disais en plus Thomas tout à l'heure, il y a de fortes chances qu'il y ait des gros glissements, mais c'est vrai que j'ai pu lire des articles qui, pour le coup, pouvaient valoir différentes choses, mais il a quand même appuyé un aspect visiter, pourquoi pas tourner des films, pourquoi pas appuyer une certaine consommation plus rapide de cette station, parce que son objectif c'est de la développer quand même assez vite. Donc à voir ce qu'il en sera, à voir si les délais seront tenus ou pas. Mais je pense que même si j'y crois pas trop sur le fond, je pense qu'on a plus de chances de voir celle-ci en orbite que par exemple celle que j'avais évoquée en saison 1 de Asgardia, du projet Asgardia. Voilà. Alors là, c'est encore tout autre chose, mais on invite les auditeurs à aller réécouter cette émission ou à se renseigner sur Asgardia Space. Je crois que c'est ça le nom complet. Project Asgardia ou quelque chose Ok, comme ça. d'accord. Et là, il y a tout un délire de communauté derrière. C'est quasiment sectaire. Enfin bon, c'est vachement intéressant et je pense que par la suite, on aura quand même des belles infos à vous donner là-dessus. En tout cas, merci beaucoup Thomas. On va pouvoir plaisir. en fait passer à la seconde partie de notre émission que tu vas toi-même présenter avec brio. On va passer à un petit instant Space Culture, donc je te laisse la parole. Ouais, et moi j'ai ressorti du fond des fagots, je sais même plus si c'est ça l'expression, mais peu importe. Un livre, une revue, un magazine, un prospectus qui est jauni par le temps, qui fleurbon la moisissure des pages qui étaient à l'époque blanches, de l'édition de l'agence de presse Novosti Moscou de 1972. L'intitulé c'est Les recherches spatiales en URSS. Donc on en a déjà parlé, hein, ça fleure bon la Russie, ça fleure bon beaucoup de belles choses. Et donc j'aimerais nous ramener quelques années en arrière, plus de 50 ans maintenant, et vous lire cette introduction de cette revue que je trouve est formidable quand on se plonge à l'époque, quand on porte le regard qu'on a aujourd'hui sur l'espace. On sent des différences, on sent des points de vue qui étaient très différents, mais en fait c'est beau, c'est bon, et j'aimerais vous porter avec moi. 15 ans de l'ère spatiale. De plus en plus souvent, le ciel rougeoie des flammes qui s'allument sur aire de lancement. Les sondes automatiques, humbles travailleurs de l'espace, s'envolent pour des missions lointaines, les hardis fils de l'homme se succèdent sur les pistes des étoiles, les explorateurs de l'univers s'élancent vers des mondes insolites. L'homme accroît son emprise sur le cosmos. Il y a longtemps que l'utilité des énormes dépenses matérielles et d'énergie entraînées par l'étude de l'espace n'est plus mise en doute. Désormais, on s'imagine difficilement comment la civilisation pourrait continuer de se développer sur Terre sans ce travail de l'homme dans l'espace, sans les conquêtes universelles qu'ils y multiplient. La civilisation s'accélère à tel point qu'elle se sent à l'étroit dans sa demeure terrestre, débordant son cadre originel, elle a fait éclater ses limites, les a repoussées loin dans l'univers. 15 ans se sont écoulés depuis le jour où, le 4 octobre 1957, après avoir fait une première révolution autour de notre planète, le Spoutnik soviétique annonça par son bip-bip sonore que l'ère spatiale venait d'être inaugurée. Beaucoup se demandaient encore en quoi l'homme avait besoin de l'espace. Et voilà qu'aujourd'hui, le nombre des appareils spatiaux a dépassé le millier. Bah écoute, merci beaucoup. Et
malheureusement, cette fois-ci, je pense que c'est un ouvrage que tout le monde ne pourra pas se procurer. Non, je l'avais récupéré d'occasion sur internet parce que j'avais juste vu la couverture et je m'étais dit le dessin est carrément canon dessus. Mais en fait, en lisant ces premières lignes, ces quelques phrases, euh, c'est vrai qu'en fait, ça respire cette époque de la course à l'espace, ça respire ce moment où on se disait notre avenir économique, de conquête, technologique réside dans l'espace. Et comme il est dit, l'usage de l'espace pour l'homme n'est plus mis en doute. Et finalement, 50 ans après, eh ben, l'usage de l'espace est remis en doute par un certain public, est valorisé par un autre, est exploité par certaines entreprises. Et c'est intéressant, je trouve, de se plonger voilà, quelques années en arrière dans ces penseurs, dans ces journalistes qui se projetaient quelques années-lumière au-dessus de nous. Mais surtout que, comme ce qui a été écrit dans le livre, on parlait surtout de sondes robotiques. Et en fait, c'est surtout le shift qu'il y a eu entre. Parce que l'URSS avait lancé énormément de sondes vers Vénus, vers Mars. Toutes n'ont pas réussi. Mais c'était beaucoup une exploration, beaucoup plus robotique. Il y avait quand même cette question de dévolabilité, mais quand même qui est beaucoup moins centrale par rapport à ce qu'on a aujourd'hui finalement. Ouais, et puis il est dit des milliers d'appareils, mais aujourd'hui on les compte. J'allais dire on les compte même plus, mais on les compte parce que justement il y en a bien plus que des milliers. Et le chiffre s'est bien développé. Non, mais c'est vachement intéressant. C'est vrai que c'est un bouquin, certes, qui fleure bon l'Union soviétique, comme aurait dit notre cher François, mais qui date pourtant d'il y a plus de 40 ans et qui, au final, éclaire beaucoup de choses aujourd'hui sur la manière dont certains et certaines pensent le spatial et inversement, comme tu le disais, le défendent. Donc, non, merci beaucoup pour ce partage. C'était Avec très plaisir. intéressant. Ça nous permet d'enchaîner sur la dernière partie de notre émission, le gros morceau, le dossier, comme on l'appelle. Et aujourd'hui, en la présence d'Olivier Bernet, donc on le rappelle, directeur de recherche CNRS et astrophysicien à l'IRAP, qui travaille particulièrement sur le James Webb Space Telescope. Forcément, on voulait profiter de ta présence pour parler des grands programmes d'observation de l'univers, plus particulièrement, mais on pourra élargir aussi, des moyens d'observation en orbite ou dans l'espace lointain, et de leurs évolutions et de leurs limites. Mais d'abord, moi j'avais une question à te poser qui... tu as un point de vue qui est très intéressant là-dessus et qui est qui est unique. Comment tu as vécu le lancement du James Webb Space Telescope, donc le 25 décembre 2021? Comment tu l'as vécu, toi, en tant que futur travailleur du James Webb? Je l'ai vécu d'une manière un peu étrange, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai décidé de ne pas aller à Kourou, en Guyane, pour le lancement. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on est astrophysicien, on est utilisateur du télescope. Et donc, on n'a rien à faire d'utile à un lancement. Donc, pour moi, c'était une forme de tourisme et je ne trouvais pas que ma présence était nécessaire là-bas. Donc, j'avais décidé de ne pas y aller. Et puis en plus, il y avait un autre problème, c'est que, comme vous le savez, le lancement a été retardé de plusieurs années, mais même jusqu'au bout, il y a eu des décalages jusqu'au dernier moment. Donc ça voulait dire que potentiellement, on pouvait aller à Kourou et puis finalement attendre et puis repartir, rentrer en France sans même que le télescope ait été lancé, ce qui est d'ailleurs est arrivé à certains de mes collègues malchanceux. Donc pour toutes ces raisons, je suis resté en France, et donc c'était le 25 décembre, donc c'était le jour de Noël, donc c'était quand même assez particulier. Donc j'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai regardé le lancement sur NASA TV, donc je dois dire que j'étais vraiment en mode poker face, c'est-à-dire que dans le fond, je savais que toute ma carrière scientifique se jouait sur cette mission, puisque c'est quelque chose que j'avais préparé, c'est important de le souligner, depuis 5 ans, hein, cette mission de James Webb. Et j'avais vraiment tout misé là-dessus. Donc si ça foirait, pour moi, c'était un échec très important. Ça veut dire rediriger complètement ma carrière professionnelle, et même, je ne sais pas si j'aurais continué à faire de l'astrophysique. Donc voilà, mais comme j'arrivais pas vraiment à réaliser ça, j'ai regardé les choses de manière un petit peu glacée. Et finalement, ça n'est que quasiment un an plus tard, en re-regardant les images, que vraiment j'ai eu, je pense, toute l'émotion de ce lancement, voilà, d'avoir fait ce pari un peu all-in sur cette mission. Et donc voilà, ça a été une émotion, je dirais, à retardement pour ce lancement qui a donc été une réussite. Une franche réussite, encore une fois grâce au même lanceur que Proteus avec Ariane 5, qui a même
mieux lancé le James Webb Space Telescope que ce qui était attendu. Et donc, on aurait peut-être, mais pour l'instant, rien n'est officialisé, mais gagné du temps d'exploitation. Mais ça, on l'espère en tout cas. Mais nous, aujourd'hui, on voulait bien sûr parler de tes missions sur le James Webb, mais aussi, dans un premier temps, peut-être recontextualiser ce que sont les programmes d'observation de l'univers et de l'univers lointain et les programmes spatiaux, mais pas que. Il y a aussi des programmes quand même terrestres. Thomas, je sais que tu connais un peu le sujet. Est-ce que tu voulais présenter quelque chose en particulier, les moyens qui sont aussi sur Terre, qui ont des limites plus importantes que ceux dans l'espace, mais qui ont aussi des avantages de coût et bien d'autres. En effet, quand on parle d'observation de l'univers, on va surtout parler des images de Hubble et maintenant à terme de celle du JWST. Mais on a quand même des observateurs sur Terre qui ont des résultats qui sont quand même très impressionnants. On cite beaucoup quand on connaît le VLT, le Very Large Telescope, qui est un télescope qui est basé au Chili, qui est un télescope européen mais basé au Chili. Et là aussi, quand même, on a des résultats qui sont exceptionnels. On a par exemple un des résultats qui m'a plus marqué, c'est l'observation d'une étoile extrêmement massive, mais de manière extrêmement directe. On a pu voir quasiment la surface de l'étoile via un télescope qu'on a sur Terre, avec toutes les contraintes qu'il y a. Quand on parle de contraintes sur Terre, c'est l'atmosphère. L'atmosphère, Olivier pourra en parler. Le problème de l'atmosphère, c'est que ça va venir flouter des résultats. Il y a certaines longueurs d'onde qui vont être beaucoup plus compliquées à obtenir, l'infrarouge en grande partie. Mais on a quand même des gros résultats avec ça. Et je pense qu'un des télescopes terrestres qui m'impressionne le plus, c'est même pas un, c'est plusieurs, c'est l'Event Horizon Telescope, qui nous a permis d'obtenir les premières images radio des trous noirs supermassifs qu'il y a au cœur des galaxies M87 et de la nôtre, la Voie lactée. Et d'ailleurs, il y a la 3e campagne d'observation qui s'est achevée il y a quelques mois de ça, donc on peut attendre très rapidement des nouveaux résultats, et donc potentiellement des nouvelles images de trous noirs avec ce télescope-là, qui est un ensemble de télescopes basés un peu partout dans le monde qui unissent leurs résultats à la fin pour obtenir les images. C'est ça aussi. Déjà, c'est fou de te dire qu'avec un télescope, tu peux observer un trou noir. Enfin, quand tu t'intéresses un petit peu de manière très néophyte, pas forcément avec toutes les connaissances que tu as, Olivier, mais à l'astrophysique et aux objets spatiaux, te dire observer un trou noir, déjà, il y a quelque chose de complètement contre-intuitif. Et aussi, tu l'as évoqué, maintenant, on a des moyens terrestres qui unissent leurs forces sur des points très divers du globe, parfois assez proches, et qui, du coup, entre guillemets, font une sorte de rayon global, mais parfois, c'est à l'autre bout du globe, pour avoir une seule et même observation. Et ça, c'est déjà aussi quelque chose que je pense que tout le monde ne sait pas qu'on peut fonctionner de cette manière-là, de manière collaborative, ce qui est déjà hyper important dans le milieu spatial et le milieu scientifique, mais aussi vraiment observer un seul et même objet avec plusieurs moyens outils scientifiques, mais qui sont très lointains les uns des autres. Donc c'est vachement intéressant. Mais après, je ne sais pas si Thomas, tu voulais rebondir sur ce point-là, mais quand on parle d'observation spatiale, vous l'avez évoqué, enfin tu l'as évoqué Thomas très rapidement, mais bien sûr on pense à Hubble, qui est donc en service depuis les années 90, non sans mal, avec différents problèmes d'éventuellement être un petit peu myope quand on l'a envoyé dans l'espace, mais heureusement, on avait la navette spatiale à ce moment-là pour venir réparer et serrer quelques boulons, mais qui a quand même fait des images absolument formidables, qui ont, je pense, participé à passionner beaucoup de gens, moi y compris, alors que pourtant, j'étais pas là au tout début de ces images-là, mais c'est un objet qui est devenu culte, qui est presque rentré dans la pop culture. Et quand on parle du spatial, on parle certes des missions Apollo, on parle certes de l'ISS et plein d'autres de succès, mais Hubble c'en est un. Et c'est vraiment intéressant, je trouve, à quel point on peut, entre guillemets, starifier un outil spatial. Alors je suis pas sûr qu'il y en aura beaucoup d'autres. Le James Webb est en bonne voie pour occuper une place similaire, mais je suis pas sûr qu'il y en aura beaucoup d'autres. Ça y est, hein. Le James Webb, on en fait des habits, on en fait des bijoux, on en fait des posters à mettre dans sa chambre, à l'image que des posters qu'on pouvait avoir de Schwarzenegger dans sa chambre. Je savais pas, hein. Mais voilà, donc non, c'est clair. Et à l'image pour rebondir là-dessus, justement, à travers ces observations, moi j'avais une question pour toi, Olivier. Tu évolues dans un domaine qui est quand même très particulier, tu travailles avec des outils qui sont fous, tu vois des choses qui ne sont pas accessibles au commun des mortels. Dans la mesure du possible, quelle serait pour toi la plus belle observation, le plus beau cadeau que pourraient nous révéler ces observations de l'univers? Alors, je reviens rapidement sur les goodies que tu mentionnais autour de James Webb. Parmi les goodies, nous, on a produit des images avec James Webb et on a été beaucoup amusés de voir ensuite les goodies qui ont été créés à partir de nos images. Des paillassons, des rideaux de douche,
tout un tas de choses qui ont, qui ont surgi sur le net, qui sont des produits dérivés donc, de certaines images qu'on a produites. C'était assez amusant. Alors, je vais répondre à ta question, mais de manière un peu comme un politique. C'est-à-dire que pour moi, vraiment, la plus belle chose qu'on pourrait observer avec James Webb, c'est la plus inattendue. Et donc, pour moi, c'est pas évident de te dire, voilà, à quoi je peux m'attendre. Mais on a déjà eu des surprises avec James Webb. On va continuer d'en avoir et on en aura peut-être des très grandes. Je pense que sur l'étude des exoplanètes en particulier, on va avoir probablement des surprises. Peut-être qu'on va comprendre que finalement c'est très compliqué de trouver une planète ailleurs qui soit habitable. Moi, c'est mon sentiment. Peut-être que non, peut-être qu'on va trouver au contraire qu'on a des endroits où il y a des signatures, des biosignatures. Voilà, mais pour moi, c'est vraiment, voilà, je cherche à être étonné par ce que je vais voir le plus possible. Et pour resituer le fait que tu sais quand même particulièrement de quoi tu parles, on reprécise que tu es co-directeur d'un des premiers programmes d'observation scientifique avec le James Webb, et vous avez, comme tu l'as évoqué, sorti des images. Qu'est-ce qui, sur ces images, t'a étonné? Comment tu les as reçues? Et est-ce que il y a des choses, des caractéristiques de ces images ou de la qualité auxquelles tu t'attendais pas? Alors, la qualité, on avait une idée parce qu'il y avait déjà eu des observations avant qui ont été rendues publiques au mois de juillet. Nous, on a fait nos observations au mois de septembre, tout début septembre. Et on avait déjà des images d'autres régions du ciel. Nous, la région qu'on observait, c'est Orion. Mais on avait donc déjà eu des images d'autres nébuleuses. Et donc, on savait que le télescope fonctionnait très bien. Et donc, on s'attendait à avoir des images de très grande qualité. On avait une crainte, c'était qu'il y ait des problèmes de saturation, c'est-à-dire que nos images soient, je dirais, inutilisables parce que la nébuleuse d'Orion est très brillante et donc que ça aurait saturé nos images complètement. Donc on a déjà été content de constater que ce n'était pas le cas. Et après, les surprises, on les a trouvées dans les détails en fait. Je dirais, c'est l'image elle-même. On retrouvait des structures de la nébuleuse d'Orion qu'on connaissait déjà. Mais il y a des détails qui ont vraiment attiré notre attention. Et ces détails, c'est essentiellement des systèmes planétaires en formation à l'intérieur de cette nébuleuse, qui sont très difficiles à voir, par exemple, avec Hubble. Parce que en fait, leur rayonnement est principalement émis dans l'infrarouge, et donc c'est un rayonnement que Hubble ne peut pas capter. Et avec James Webb, eh bien, ces systèmes planétaires en train d'être formés, ils sont très brillants, et donc ils ressortent vraiment très clairement dans les images. Et donc ça nous a donné envie bien, de nous pencher vraiment plus précisément sur ces petits systèmes planétaires à l'intérieur d'Orion. Qui nous en apprennent beaucoup sur la manière dont notre système solaire a pu se former, même si les conditions ne sont pas les mêmes, mais en tout cas, c'est des objets qu'on explore et qu'on découvre encore aujourd'hui. D'après ce que je comprends, il y a plein de connaissances qui nous échappent encore sur ce fonctionnement dans les amas les amas stellaires avec la création d'étoiles et la création de systèmes protoplanétaires. Donc là, c'est vraiment ce que vous avez observé et ce sur quoi vous voulez continuer de plancher? Oui. Alors, Orion, dans Orion, la plupart des étoiles ont moins d'1 million d'années. Et ça peut paraître beaucoup en millions d'années, mais le système solaire, il a 4,5 milliards d'années. Donc on voit qu'on est plusieurs milliers de fois plus vieux, nous, ici, sur le système solaire, que ce qui se passe dans Orion. Donc observer Orion, c'est une manière de remonter dans le temps par analogie. En fait, en regardant Orion, on peut observer le système solaire tel qu'il était il y a presque 4,5 milliards d'années. Et donc cette analogie, elle est doublement intéressante dans Orion parce que dans Orion, il y a donc beaucoup d'étoiles en formation, des étoiles très jeunes et des planètes autour de ces étoiles. Mais il y a aussi des étoiles massives, donc qui sont les étoiles les plus grosses, celles qui finissent leur vie en supernova. Et ces étoiles-là ont des durées de vie très courtes, quelques millions d'années. Or, on sait que dans le système solaire, au moment où il s'est formé, il y avait probablement aussi une étoile massive, non loin de nous. Si elle était encore là, on pourrait la voir dans le ciel, même en plein jour. Et cette étoile massive, elle a probablement joué un rôle important au moment de la formation du système solaire. Elle a ensemencé
les planètes qui étaient en train de se former d'éléments chimiques, qu'on retrouve d'ailleurs dans les météorites. Elle a probablement chauffé tout l'environnement à des températures très élevées, donc ça a dû bouleverser probablement la manière dont le système solaire s'est formé. Et tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas du tout explorées jusqu'à présent. Et dans Orion, on peut faire ça. On peut regarder justement comment les étoiles massives vont influer sur la manière dont des planètes vont se former autour d'autres étoiles comme le Soleil. Mais c'est vraiment intéressant du coup de se rendre compte qu'en fait on observe une nébuleuse donc, qui a un peu plus d'un millier d'années-lumière de notre système solaire, si je ne me trompe pas, Oui, c'est ça, ouais. et qui peut être un exemple de notre passé. Et c'est vrai, quand on se renseigne sur l'astrophysique, on se rend compte que un des premiers outils que vous avez, c'est la vitesse de la lumière, qui du coup est finie. Donc forcément, quand on observe des choses qui sont lointaines, on peut remonter, entre guillemets, dans le temps, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Et le James Webb, il permet quand même aussi de remonter, alors là, beaucoup plus loin que la nébuleuse d'Orion. Si je ne me trompe pas, la plus vieille image, enfin la plus vieille galaxie qui a été photographiée, disons, pour simplifier, par le James Webb, datait de 13,5 milliards d'années. Oui. Donc, C'est quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, donc ça veut dire effectivement autour de 13,5 milliards d'années dans le passé. et ça, c'est fou d'imaginer ça. Alors déjà, de comprendre encore une fois Big Bang, donc il y a 13,8 milliards d'années, le début de l'univers, en tout cas selon la théorie qui est la plus acceptée à l'heure actuelle, et de se dire qu'avec un objet humain qui a été envoyé, certes un bijou de technologie gigantesque qui a coûté son lot de monnaie, mais de pouvoir observer quelque chose. Alors certes, c'est une tache rouge, certains diront c'est juste une tache rouge, mais c'est quand même, enfin en tout cas moi, ça fait partie des choses qui m'émerveillent dans la capacité qu'on a à pousser entre guillemets nos moyens techniques le plus loin possible, et de se dire aussi que c'est quand même réel. On parle très souvent de Big Bang, enfin tu as fait des études beaucoup plus poussées que nous sur le sujet, mais c'est quelque chose de très fantastique, de très métaphorique, mais là on en a quelque chose, enfin presque un témoin, et ça je trouve ça quand même fou qu'un si petit objet puisse remonter si loin dans le passé grâce à cette vitesse de la lumière finie, quoi. Et c'est ça que je trouve merveilleux, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que le James Webb, Hubble, pour des scientifiques comme toi, Olivier, c'est des outils de travail, c'est les outils de travail d'une vie, comme tu l'as si bien souligné. Mais c'est aussi des outils finalement d'imagerie pour le ramener au plus simple atout qu'ils peuvent avoir, et qui vont rendre l'espace presque familier. Parce que médiateurs que nous sommes un petit peu tous autour de cette table, vulgarisateurs, on peut avoir des discours qui peuvent durer des heures face à des publics toujours plus vastes, mais je pense que 1000 mots ne vaudront jamais une image. Et les images du James Webb, elles font rêver. Elles font rêver loin, comme tu as pu le dire, Simon. Et elles font rêver de beauté, de choses inaccessibles. Et c'est ça aussi toute la beauté de l'outil. Tout à fait. Alors, vous parliez de Hubble tout à l'heure, et en fait, c'est vrai que moi, j'ai été bercé par les images de Hubble, donc elles ont contribué à forger mon imaginaire du cosmos, et je pense l'imaginaire de beaucoup de gens. James Webb va poursuivre cette construction de l'imaginaire. Après, c'est intéressant aussi de questionner ça, parce que finalement, c'est un imaginaire qui déjà est finalement très limité, hein. C'est un imaginaire qui est celui que nous donne Hubble ou celui que nous donne James Webb. Et puis, il ne faut pas être naïf. Derrière ces images, il y a des outils de communication. Et la NASA et aussi l'Agence spatiale européenne font bien attention à ce qui est raconté à travers ces images. Par exemple, les piliers de la création, qui est donc un endroit emblématique de la nébuleuse de l'Aigle, qui a été observé par Hubble et puis maintenant par James Webb. Eh bien, d'où vient ce nom, les piliers de la création? Eh bien, c'est un nom qui vient, finalement, c'est une référence religieuse, hein. Donc, nous avons, la NASA a placé dans le ciel des divinités religieuses, hein, et donc c'est quelque chose que font les hommes depuis toujours. Les Égyptiens ont mis leurs dieux dans le ciel, les Grecs également. Mais voilà, il y a quand même des messages derrière, hein, dans ces images. C'est pas non plus un hasard si Joe Biden a été celui qui a présenté la première image révélée par James Webb. Donc voilà, ces images sont politiques, elles offrent une vision du ciel, mais je pense qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a possibilité de voir le ciel autrement, par le rêve, par des imaginaires qui sont non scientifiques aussi. Mais quand tu parles justement de cette naïveté, c'est que l'espace, les images nous rapprochent de l'espace, mais il y a eu quand même cette espèce de, j'irai pas employer le mot polémique, mais autour des exoplanètes, que tu as si bien évoqué, qu'il ne faut pas non plus penser qu'une exoplanète c'est une seconde Terre, où on va pouvoir partir comme si on changeait de ville, comme si on faisait un Toulouse-Bordeaux.
Et c'est un petit peu ça aussi le piège dans lequel le grand public et parfois nous-mêmes on a pu tomber. C'est que quand il y a eu ces premiers éclats sur les exoplanètes, on a entendu similitudes à la Terre. Les images nous montraient des belles planètes bleues, des belles planètes vertes. Et on tombe un peu parfois dans cette naïveté de se dire une image. Oui, il y a beaucoup de questions autour de ça. Puis il y a cette notion d'habitabilité pour les exoplanètes, dont la définition est très très discutée. Il y a énormément de questions. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que malgré tout, et je pense James Webb y contribue, euh, on a franchi un cap épistémologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, se dire qu'il y a peut-être des planètes sur lesquelles il y a de la vie et que peut-être on arrivera à la détecter n'apparaît pas comme de la science-fiction. Et je pense qu'il y a beaucoup de scientifiques qui vous diront que c'est quelque chose qui est possible. On va peut-être pouvoir faire des choses qui s'approchent vraiment sérieusement de détecter de la vie ailleurs. C'est plus de la science-fiction. Et ça, c'est vraiment un saut, je trouve, qui est intéressant. Et je suis content d'être dans cette période. Et peut-être pour revenir un peu les pieds sur terre, parce que justement on parle de tout ça, mais en fait il faut aussi rappeler que pour cet outil-là, à la base c'est des êtres humains en fait qui ont construit ça, c'est des hommes et des femmes qui ont dédié une grande partie, comme tu as pu le faire, de leur carrière dessus. Euh, Comment ton équipe elle est construite en fait finalement? Parce que c'est pas toi qui as pris le télescope et qui l'a pointé, tu as travaillé avec des gens. Comment est-ce qu'elle est construite ton équipe? Oui, alors c'est assez intéressant de voir comment se forment finalement ces équipes et cette big science, c'est-à-dire la science qui est faite avec des instruments partagés à un niveau international. Euh, donc, bon, déjà, il y a des volontés scientifiques qui datent, je dirais, depuis à peu près le lancement de Hubble. Hein. Donc, ça commence dans les années 90, hein, la préparation de James Webb. On se rend compte qu'on est capable de lancer un télescope spatial qui, bon, après réparation, fonctionne correctement. Et donc, on se dit, on va faire la suite et on va essayer d'aller plus loin. Et donc là, le projet James Webb émerge. Et donc, il y a les premiers designs qui sont réalisés par les Américains. Et puis, dans les années fin des années 90, ils commencent à faire les deals avec l'ESA et l'Agence spatiale canadienne parce qu'ils se rendent compte que ça va coûter cher. Et donc très rapidement, l'ESA met sur la table le lanceur, donc Ariane 5, pour cette mission. Et puis donc là, vraiment, les choses commencent à devenir sérieuses. Et puis on commence à faire le concept et puis la fabrication. Donc là, au milieu des années 2000, on se rend compte que ça va coûter quand même plus cher que ce qu'on imaginait. Et les industriels ont du retard et il y a des problèmes techniques. Et donc on prend énormément de retard. Une mission qui devait coûter au départ à peu près $1 million, les coûts explosent. Et on arrive plutôt à la fin, hein, quand on a tout additionné, autour de presque 12 milliards de dollars. Alors, donc ça c'est le contexte vraiment politique global. Nous, comment on s'insère dedans à Toulouse? Nous, on n'était pas impliqués dans la partie instrumentale. Et en fait, il s'est passé quelque chose de très intéressant, c'est que la NASA a mis en place un conseil scientifique qui était présidé par un prix Nobel de physique, John Matter. Et ce conseil scientifique a dit ça serait quand même bien qu'au début de la mission, il y ait une sorte de retour sur investissement très rapide, c'est-à-dire qu'il y ait quelques problèmes emblématiques qui couvrent toutes les thématiques de l'astrophysique et que les données de ces programmes soient rendues publiques immédiatement à la communauté scientifique et que ces programmes ils soient faits par les gens de la communauté scientifique et que donc on allait faire un appel à la communauté pour réaliser ces programmes. Et donc ils ont lancé donc en 2016 un appel à la communauté scientifique en disant voilà, on va offrir à une dizaine d'équipes au niveau international la possibilité d'utiliser le télescope spatial James Webb et le pointer dans la direction qui les intéresse au tout début de la mission. Et donc nous, on a répondu à cet appel, on s'est organisé au niveau international. Donc on est une équipe qui est représentée dans 18 pays et au total, on est, je dirais, 40 à peu près dans l'équipe vraiment resserrée, ce qu'on appelle la core team dans le jargon. Et puis on a à peu près une centaine de personnes en plus qui gravitent autour de cette core team. Et donc toute cette équipe a travaillé après pendant déjà quasiment un an pour répondre à l'appel d'offres. Et puis une fois qu'on a eu la chance ou le mérite d'être sélectionné, eh bien, on a continué à travailler pendant plusieurs années à la préparation des observations parce qu'il y a tout un tas de détails techniques. Hein, évidemment, quand on veut faire des observations avec un instrument aussi complexe, ça se prépare. Ça se prépare en faisant aussi des observations au sol avant les observations de James Webb,
avec des télescopes à Hawaï par exemple, ou avec le radiotélescope ALMA, pour être sûr qu'on va pointer au bon endroit, qu'on ne va pas rater notre cible, que les éléments qui nous intéressent le plus vont bien être dans notre champ de vue, etc. Donc un long travail de préparation. Et puis là, maintenant, depuis quelques mois, un travail d'analyse des données qu'on a obtenues. Pour approcher de la fin de l'émission, j'aurais bien aimé qu'on parle aussi d'un sujet qui est lié au grand programme d'observation, qui est leur coût énergétique, économique, mais aussi écologique, et donc une sorte de limite. Alors il y a des limites physiques dont on a déjà parlé, et là on arrive avec le James Webb à un niveau de complexité qui est quand même assez énorme, mais il y a aussi l'impact carbone, gaz à effet de serre, de la production, de l'envoi et du fonctionnement de ce type d'outils. Et déjà, première question pour toi, Olivier. Est-ce que cet impact est considéré aujourd'hui? Est-ce que ça fait longtemps qu'on y pense? Alors, je dirais que dans la communauté, ça fait finalement assez peu de temps qu'on se penche vraiment très sérieusement sur ces questions. Et là, ça fait quelques années que vraiment les scientifiques, et en particulier les astronomes, se penchent sur cette question de manière très sérieuse. Par plusieurs biais en fait. Il y a évidemment l'angle de l'empreinte carbone, qui aujourd'hui est quelque chose dont on parle beaucoup. On sait que l'utilisation d'infrastructures spatiales ou même des télescopes au sol est quelque chose qui va avoir une empreinte carbone très importante. Du fait de tout simplement la fabrication par exemple d'une Ariane 5, c'est quelque chose qui, et son lancement, tout ça représente à peu près 15 000 tonnes d'émissions de CO2. Donc c'est considérable. Et donc c'est quelque chose que maintenant les gens questionnent beaucoup. Et je dirais peut-être la manière de voir les choses aujourd'hui, en tout cas en ce qui me concerne, c'est de se dire voilà, à quel point construire un nouvel instrument est nécessaire, sachant quelle va être son empreinte, par exemple son empreinte carbone. Et donc être capable de dire au moment où on va construire un nouvel instrument, de faire une estimation déjà de cette empreinte et de la mettre en regard des bénéfices que ça va apporter à la science, à la société. Voilà. Donc il faut peser ces choses-là. Donc, c'est-à-dire je dis pas il faut tout arrêter, c'est pas ça, mais il faut être conscient de ce que ça représente et juger de si c'est vraiment d'un point de vue éthique, si c'est raisonnable ou pas. J'avais vu, parce que là on parle des télescopes spatiaux au niveau du lancement, mais en fait vous avez aussi à l'IRAP calculé l'empreinte carbone des télescopes que vous utilisez sur Terre. C'est bien de le rappeler aussi qu'il y a aussi, même ceux qu'on a sur Terre, il y a quand même une empreinte carbone assez importante aussi là-dessus. Oui, elle est très importante. Et puis il y a une empreinte au sol. C'est-à-dire que ça crée d'autres problèmes. Par exemple, la plupart des télescopes, ils ne sont pas en France, ils sont au Chili, ils sont à Hawaï. Et ça pose des questions d'un point de vue environnemental, parce qu'on va quand même raser des sommets de montagne pour mettre ces télescopes. Et ça pose des problèmes aussi d'un point de vue social. Il y a des très importants mouvements sociaux à Hawaï de protestation contre l'installation de ces télescopes, parce que les natifs hawaïens se plaignent finalement du fait que leur montagne leur a été dépossédée. Donc il y a une forme de post-colonialisme lié à l'astronomie. Et donc tous ces problèmes sont reliés en fait. Et je pense que c'est intéressant de questionner tout ça et de voir comment on peut faire mieux à l'avenir. Et donc oui, les travaux ont été en effet faits à l'IRAP. Il y a une équipe donc de collègues, notamment Jürgen Knellseder, qui ont fait une étude vraiment très détaillée sur l'empreinte carbone des télescopes. Et par ailleurs, moi je travaille avec un collectif national qui s'appelle Labo 1.5, qu'on a fondé il y a quasiment 4 ans, et dont l'objectif justement est de faire cette mesure de l'empreinte carbone de la recherche et de trouver des moyens de la diminuer, et aussi de réfléchir à ces questions d'éthique, comment justement on construit une éthique environnementale de la recherche pour essayer de répondre à ces questions au sein de la communauté, et aussi pour respecter une forme d'exemplarité vis-à-vis de la société. Et tu l'évoquais, donc je voulais le citer, mais le Labo 1.5, et vous faites
je dis vous parce que tu fais partie donc du collectif que représente ce nom Labo 1.5, et vous faites des décryptages qui sont vachement intéressants sur des sujets justement de l'impact écologique, donc gaz à effet de serre, mais pas seulement, et aussi social de la science d'un point de vue beaucoup plus général. Et il y en a un qui m'a particulièrement marqué et qui je pense peut être pertinent pour les gens qui s'intéressent peut-être, qui nous écoutent à l'heure actuelle et qui s'intéressent à la science. C'est le deuxième décryptage que vous avez fait sur l'impact des publications scientifiques et qui du coup qui explique et qui met en lumière des choses qui sont très invisibles pour les néophytes de la science, qui est qu'est-ce que coûte le fait d'utiliser un moyen d'observation, mais aussi en biologie de faire tourner un gros instrument, des supercalculateurs, et derrière une publication magnifique dans Nature par exemple, quel a été l'impact écologique qu'aura eu cette recherche. Donc c'est vraiment beaucoup plus général. Là on sort peut-être uniquement du domaine spatial, mais c'est une réflexion critique qui semble devenir de plus en plus importante dans la communauté et qui, je trouve, pour ma part en tout cas, est vraiment intéressante et nécessaire à l'heure actuelle. Oui, et alors il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites au sein de Labo 1.5 qui sont, je trouve, passionnantes, parce qu'il y a une vraie tension quand même dans la communauté scientifique aujourd'hui. Les gens n'arrivent pas vraiment à s'en sortir, c'est-à-dire comment on fait aujourd'hui pour continuer à faire de la science. À un moment où il faudrait qu'on réduise notre empreinte environnementale, pas seulement notre empreinte carbone d'ailleurs, comment on fait? Et ça pose vraiment des questions très importantes. Il y a des gens qui travaillent sur des terrains qui sont éloignés. Comment on fait pour basculer vers autre chose? Il y a évidemment tout ce qu'on fait en termes de voyage qui peut avoir une empreinte aussi importante. Il y a tous les achats, la fabrication d'instruments, tout ça, ça a un coût. Comment on s'en sort? Moi, j'ai pas la réponse, mais par contre, je pense que c'est important de poser la question et d'essayer de bien borner le problème et d'essayer d'y répondre au niveau de la communauté scientifique et de ne pas attendre que ce soit finalement les pouvoirs politiques qui décident pour nous dans quelques années. Voilà. Et peut-être une question, alors on reste un petit peu dans des sujets très pragmatiques, très importants, mais comme tu l'as si bien souligné, tu travailles avec plusieurs pays, avec des outils et des personnes qui sont à travers le monde. Le spatial, c'est ça aussi, c'est des coopérations internationales, surtout à des époques, comme on l'a vu à travers le temps, où il y a des tensions. Comment tu vis le fait justement d'avoir la chance de pouvoir travailler sur des sujets majeurs, des sujets de science importants, avec des gens passionnants qui ont des vies complètement différentes à des centaines de kilomètres de toi? Ah bah ça, je dirais pour moi, ça a toujours été aussi une des motivations à faire de la recherche, c'est-à-dire cette opportunité de travailler avec d'autres cultures. Alors là, dans le projet qu'on mène depuis quasiment 5 ans sur James Webb, on a fait une réunion physique ensemble au tout début du projet. Et depuis, on n'a fait que du travail en visio. Donc on s'est très très peu déplacé. Ça fonctionne quand même très bien, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire en étant à distance tout le temps. Et d'ailleurs, on pense qu'on va bientôt essayer de se réunir au bout de 5 ans. Ça semble quand même raisonnable. Et voilà, et c'est vrai que pour revenir à ta question, vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément enrichi de travailler avec des gens qui viennent d'autres cultures. Alors après, ça reste surtout dans le spatial, essentiellement des pays occidentaux. Hein. Et puis, bon, on collabore aussi avec le Japon, avec le Brésil, mais bon, la situation au Brésil, politiquement, a été assez compliquée ces dernières années en ce qui concerne la science. Voilà, donc, mais quoi qu'il en soit, ça a été toujours extrêmement enrichissant sur le plan culturel. Ouais. On l'a évoqué et puis je pense que c'était important et moi j'avais envie de voir aussi un peu le bout et les limites négatives également qui peuvent aller avec le domaine spatial, et beaucoup de gens le décrient et c'est vraiment un sujet qui est, je pense, majeur dans notre passion à tous autour de la table, et en tout cas moi ce que je voulais dire déjà c'est te remercier encore une fois Olivier d'être venu ce soir. C'était vraiment très intéressant de discuter avec toi sur ces sujets-là. Je voulais te laisser un petit mot si jamais tu voulais mettre en avant soit une initiative qui peut être dans le milieu de la recherche ou juste un message à ceux qui peuvent nous écouter encore, et merci d'être resté jusqu'au bout, et après on aura chacun un petit mot pour dire au revoir en fin d'émission, mais je te laisse d'abord la parole.
Non, simplement vous remercier pour le travail que vous faites. C'est important qu'il y ait des relais parce que nous, on est là, le nez dans le guidon, dans notre labo, à regarder nos données et on sort pas trop la tête de l'eau. Et on a vraiment besoin d'avoir des relais quand même vers un public plus large, finalement pour que ce qu'on fait serve à quelque chose. Parce que le but, c'est ça, c'est que finalement... les découvertes qu'on fait, elles puissent être partagées. Quand les premières images de James Webb sont arrivées, il y a des collègues qui m'ont dit « Oh, ça, c'est pas de la science, c'est de la com ». Ben oui et non, parce qu'en fait, finalement, ces images, elles donnent à voir quand même une réalité du cosmos, avec un message qui va certainement voyager pour le coup très largement. Je pense qu'elles ont fait le tour du monde. Donc finalement, ça reste un message scientifique, mais qui a été diffusé à un très très grand nombre, voilà, et donc je pense que c'est très important de valoriser ce travail de communication, de diffusion, et donc ce que vous faites est très important pour nous aussi. Moi, pour le mot de la fin, c'est encore une fois un remerciement de l'invitation également. Toujours un plaisir de venir participer à cette émission. Et en parlant de communication, justement, hier soir, j'ai participé à Picton Science, un événement qui a lieu tous les ans dans... Là, cette année, c'était 49 villes en France, mais c'est aussi dans plein de pays. Je ne sais plus exactement combien de pays c'est, mais c'est vraiment quelque chose d'international. Et en fait, c'est des gens qui sont dans le domaine de la recherche ou dans la communication scientifique en général, qui viennent présenter dans un cadre extrêmement chaleureux, puisqu'on est dans des bars ou dans des cafés, à des gens qui viennent de différents horizons, leur sujet de recherche, leur intérêt, pendant 20-30 minutes, où on essaie de faire participer un maximum le public pour faire comprendre que, au final, la science, c'est aussi à portée de n'importe qui. Et je pense que ce genre d'initiative, c'est extrêmement important. Et ça a été pour moi un plaisir d'y participer également hier soir. Pour mon mot de la fin, déjà merci Simon pour l'organisation de cette émission, Thomas d'être avec nous et bien sûr Olivier de nous avoir rejoints. Et c'est vrai que toujours une petite sensibilité parce que moi on a tous grandi un peu dans le spatial à nos différentes racines. Moi c'est vrai que j'ai grandi avec cette image qu'a beaucoup le grand public de la science du spatial, la science de l'astrophysique, c'est une science inatteignable pour le commun des mortels. Moi je me sentais illégitime de le toucher du bout du doigt. Et quand on voit qu'on arrive, alors on a pu échanger avec plein de personnes passionnantes, mais qu'on a des gens comme toi qui viennent parler avec nous, échanger, répondre à nos questions parfois les plus simples, pour parler en plus à travers un micro et le diffuser à un public, on l'espère, plus large, et ben c'est un petit peu briser ce plafond de verre et ça met un petit pincement au cœur à l'adolescent que j'étais il y a 10 ans en arrière. Donc un grand merci. Avec plaisir. Moi, je vous remercie tous, les gars également, de m'avoir accompagné et d'avoir collaboré dans l'organisation de cette émission. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir ces discussions beaucoup plus larges sur le fonctionnement de notre milieu, notre microcosme qui parfois peut paraître un peu fermé. Et on se rend compte que la communauté scientifique et aussi bien sûr de tout ce qui gravite autour est quand même touchée par tout ce qui peut impacter, disons, les recherches spatiales d'un point de vue écologique aujourd'hui. Et donc voilà, moi je voulais finir en vous disant de continuer bien sûr à écouter des podcasts, à écouter de la musique, continuer à vous passionner pour le spatial, mais continuer aussi à critiquer et à penser un petit peu tout ce que peut engager cette passion. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Vous retrouverez très bientôt également le portrait plus précis d'Olivier et de son parcours. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée. Et à la prochaine.